Bien, donc je vais vous faire une vidéo pour les deux dernières activités du chapitre. Alors Aline m'a suggéré de faire l'activité 4 avant l'activité 3, puisque dans la 3 on parle de fossiles et d'espèces, sans avoir défini véritablement le terme d'espèce. Alors souvent les élèves d'ailleurs, je me suis rendu compte parce qu'on a déjà abordé cette notion, il y a beaucoup d'élèves qui connaissent la définition, même précise, hein, avec les 3 critères qu'on définira plus loin. Alors comme j'ai expliqué à Aline dans un message, je lui disais qu'en fait la notion d'espèce, alors déjà première chose, faut savoir que la notion d'espèce, elle est créée, c'est pas une réalité en soi, c'est un concept qui a été créé pour mettre de l'ordre dans le vivant, rassemblant entre eux des individus qui se ressemblent plus entre eux qu'ils ne ressemblent à des individus d'autres espèces. Ce critère déjà est discutable. Et puis le critère d'interfécondité, lui aussi, l'est, parce que en vérité, il y a tout un tas d'exceptions, dans le monde végétal notamment. Beaucoup plus que dans le monde animal, et même dans le monde animal, parfois, les limites entre tel ou tel individu, entre telle ou telle population, c'est en termes de population qu'on raisonne, ne sont jamais très très clairs. Et donc, c'est un concept qui a été créé parce qu'il est nécessaire pour mettre de l'ordre, mais qui n'a pas vraiment de réalité biologique. Bon, ça c'est une petite parenthèse, bien évidemment on leur dit pas ça aux élèves. Mais on peut quand même, je l'ai quand même formulé dans le paragraphe en disant que l'espèce c'est une notion créée par les scientifiques. C'est une création, c'est pas une réalité biologique. D'autre part, on a jusqu'à présent parlé d'espèces, effectivement, on leur a donné des noms aux fossiles, mais là aussi c'est par souci de simplicité, de simplification, d'organisation, mais forcément les critères ne peuvent pas être respectés puisque ce qu'on retrouve est souvent très partiel. On n'a aucune indication sur la couleur, sur la forme précise, sur la taille précise, et puis encore moins sur l'interfécondité. Là, on n'a strictement aucune information. Donc je pense que on peut dans l'activité 3 utiliser la notion d'espèce, mais en leur précisant qu'on la définira plus précisément dans l'activité 4. Donc je pense qu'il est plus logique de commencer par l'activité 3, comme je l'ai appelé dans le Padlet, pardon, car elle fait suite à tout ce qu'on a vu sur les fossiles. Bien. Et donc finalement, les crises biologiques, c'est ni plus ni moins qu'une déduction faite des constats que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire qu'à des moments donnés dans l'histoire, on a des disparitions d'espèces qui sont remplacées par d'autres groupes d'espèces. Voilà. Alors, j'arrive pas à... Voilà, je fais apparaître mon... Donc, ici c'est un graphique, bon je l'ai retravaillé à partir de ce qu'il y avait dans le livre scolaire, j'ai rajouté des groupes. Alors, en vérité, qu'est-ce qu'on constate? J'espère que les élèves vont comprendre, il faut bien leur expliquer que le temps s'est écoulé dans ce sens-là, et que, en vérité, on a, donc la largeur de la barre indique le nombre de groupes qui appartiennent, le nombre d'espèces qui appartiennent à chaque groupe, et en vérité, on a selon la longueur du trait, la longueur du trait représente l'extension dans le temps de ce groupe. Le groupe des Bélénites, par exemple, le groupe des Bélénites a vécu pendant tout le secondaire. Donc ici, à cette date de moins 65 millions d'années, ça veut dire, concrètement, c'est un peu difficile avec les élèves d'expliquer ça en détail, mais ça veut dire que dans les roches qui sont plus récentes que 65 millions d'années, qui sont déposées après 65 millions d'années, on va plus du tout retrouver de bélémnites, plus d'ammonites, plus de ptérosaures, plus de mésosaures. Ça signifie ça en fait. Donc les scientifiques en déduisent que ce sont des espèces qui ont disparu il y a 65 millions d'années. Là encore, c'est un constat. On part du constat que dans les roches comprises qui sont déposées entre moins 250 millions d'années et moins 65 millions d'années, ces fossiles-là sont présents. Dans les roches qui sont plus récentes, ils ne sont pas présents. Donc là, ce sont les espèces qui ont disparu. Ensuite, on a les espèces, pour répondre à la question qui est posée dans l'activité, qui ont vu, les groupes qui ont vu le nombre d'espèces augmenter après 65 millions d'années, les plantes à fleurs, les mammifères, les oiseaux. On peut leur dire d'ailleurs que si les dinosaures n'avaient pas disparu, très certainement aujourd'hui on ne serait pas là pour raconter toutes ces histoires. Très certainement le cours de la vie aurait pris un autre chemin, et l'espèce humaine serait certainement pas du tout apparue, puisque l'évolution on dit qu'elle est contingente, c'est-à-dire qu'elle peut se... Alors c'est pas du tout un terme à utiliser avec eux, mais elle peut se produire selon telle modalité ou telle autre en fait. Elle n'est pas du tout prévisible, elle est totalement aléatoire. Donc là on a 3 groupes qui, eux,
ont survécu à la crise, à cette date de moins de 65 millions d'années. Dans les roches plus récentes, on en retrouve énormément. Ce sont donc les groupes d'espèces qui ont survécu et qui se sont diversifiés. Je suis pas sûr, c'est les espèces qui sont diversifiées, donc c'est pas faux. Et puis enfin, un groupe qui s'est maintenu, c'est le groupe des gastéropodes. On en avait autant avant 65 millions d'années qu'après. Voilà. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a 65 millions d'années, il y a une disparition brutale de plusieurs groupes d'espèces et diversification d'autres. Les scientifiques décident de faire une coupure secondaire-tertiaire à 65 millions d'années, car il y a une crise biologique majeure. Donc, les crises biologiques, elles n'existent pas en tant que telles, c'est des créations par les scientifiques. Hein, ce sont des coupures artificielles qui sont faites sur la base des crises biologiques. Alors, sur les crises biologiques, en fait, il y en a eu 5 grandes. La plus forte, c'est le Permien-Trias, c'est juste au moment où la Pangée a commencé à se fracturer, c'est-à-dire qu'on avait un supercontinent qui rassemblait toutes les terres, et là, quand le continent a commencé à se fracturer, en vérité, de nombreuses espèces marines et terrestres ont disparu. En vérité, les causes, comme bien souvent dans ces crises avant l'apparition de l'homme, ce sont des phénomènes naturels, essentiellement des éruptions volcaniques et des chutes d'astéroïdes répétées qui ont modifié le climat puisqu'elles ont obscurci l'atmosphère, entraîné à la fois un obscurcissement de l'atmosphère, donc toutes les chaînes alimentaires sont modifiées puisque les végétaux ont moins de lumière, donc ils photosynthétisent moins, donc tout est perturbé. Donc ça modifie le climat, j'entre pas dans le détail, il y a aussi des grosses vagues de chaleur puisqu'il y a des aérosols qui sont émis, beaucoup de CO2. Donc on a des variations brutales de climat, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et donc ça c'est la plus grande crise. Ensuite on a la crise la plus petite. C'était juste pour faire une lecture de tableau en fait, hein, Ordovicien silurien. Donc là c'est une glaciation très intense. Ok. Et puis après on a d'autres causes, hein, bien évidemment. Voilà, donc au total on a eu 5 crises dans l'histoire de la Terre. 5 grandes crises dans cette histoire ancienne de la Terre. Alors, ces grandes crises, on demande aux élèves de les placer. Voilà, moi j'ai fait cette présentation. Il y a des petits couacs dans l'animation, mais bon, voilà, ça donne ça. Et on leur demande de faire une légende, voilà. Comme ils le font en histoire, c'est peut-être pas mal de leur demander de le faire en SVT également. Voilà, je sais pas le temps que ça va prendre, ça risque d'être peut-être un peu long. Voilà pour ça, donc les placer, repérer les dates sur l'échelle. Et mettre peut-être que les flèches, moi j'ai mis le nom, première crise, deuxième crise, c'est peut-être pas nécessaire s'il y a la légende. Voilà, ensuite, alors, j'ai modifié le document, donc j'ai rajouté 14%, j'ai mis dans le document de l'activité également. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre une 6e crise? Ça, ce sont les chiffres, en fait, qui nous sont donnés. Par W, j'aurais pu mettre WWF. Et donc, voilà les chiffres. Donc, si on regarde sur les espèces de vertébrés sauvages, on est déjà à 69%. De diminution du nombre, hein. C'est pas le nombre d'espèces, là, c'est le nombre. Enfin bon, on va pas rentrer dans ce genre de considération avec les élèves. Les coraux, c'est 14% entre 2009 et 2018, c'est-à-dire que là, ce sont des variations qui sont extrêmement brutales, extrêmement violentes, hein, d'accord. 1 million d'espèces, ça fait 14%, menacées d'extinction. En 2019, donc ces chiffres ont déjà évolué. Disparition annuelle d'insectes ailés, donc les pollinisateurs, hein, 1 à 2%, donc c'est considérable en fait. Donc finalement, c'est comparable à ce qu'on trouve dans le passé. C'est même plus rapide, d'ailleurs. Alors sur les causes, les voici, j'espère que les élèves s'en sortiront avec ça. Dans le passé, les grosses différences, c'est que dans le passé, c'était des causes naturelles, volcanisme, chute d'astéroïdes, variation du climat et taux de dioxygène dans l'eau. La 6e crise, ce sont les activités humaines uniquement qui sont en cause. Qui causent indirectement le réchauffement climatique. Alors ensuite, pour la 4e activité, l'idée c'est de prendre quand même des abeilles au jardin, de les mettre dans des petites boîtes de pétri fermées avec des trous, de prendre 4 espèces en vérité, et donc de travailler ici leur capacité d'observation, qui est fondamentale en sciences. Donc on a 4 espèces, alors celle-ci noire avec 4 lignes jaunes sur le corps, ce sont les Mandasailles, celle-ci bien jaune avec les yeux verts, Urso amarelle. Celle-ci, bien reconnaissable, surtout lorsqu'elle est en vote, parce qu'elle a des pattes très renflées, c'est la jataï, qui est une des abeilles natives les plus connues. Et puis, on a celle-ci qui a le corps noir, cette fois-ci, avec des pattes qui sont beaucoup plus graciles. Ce sont les Myrines lucii. Voilà. Donc, les élèves, première question, on leur demande, hein, qu'est-ce qui sont les attributs qui
quand il les regarde, qui les différencie? Bah, c'est la taille, la couleur du corps, des pattes, la forme du corps, les dessins sur le corps, ils peuvent en mettre d'autres, hein, bien évidemment, mais ce sont ceux qui sautent un petit peu aux yeux. Voilà. Et donc, s'il regarde, bah, finalement, on a combien d'espèces dans tout ça? Si on les met en commun, toutes les boîtes des différents groupes, bah, on a combien d'espèces? Bah, en fait, on en a 4. On a 4 espèces ici, et qui se différencient par leurs attributs, et donc il y a des individus parmi ceux qui seront mis sur les tables, qui auront des caractéristiques qui seront communes, et qui permettront de les classer dans la même espèce. Donc on mettra des loupes pour observer les deux plus petites, parce qu'elles sont franchement petitounes, et elles font 3 mm à peu près. Alors, on utilise une clé de détermination, il faudra d'ailleurs que je modifie la fiche, parce qu'il faudrait pas que je la mette au départ, puisque sinon, bah, les critères de classement, ils les ont déjà, on leur distribuera. Alors si on prend la Mandasai, voilà, on suit le chemin, taille supérieure à 5 mm, corps noir avec 4 lignes, c'est donc une Mandasai. Corps supérieur à 5 mm, le corps jaune et les yeux verts, ou le sou amarel. Celle-ci, Jataï, donc voilà, donc une abeille de taille inférieure à 5 mm, on la met là-haut, et elle a des pattes, des grosses pattes orangées. Le corps, hein, c'est pas toujours orangé, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, parfois un peu grisâtre. Et enfin la dernière. Voilà, donc finalement les 4 qu'on a sont celles-ci, j'en ai rajouté 2 autres pour brouiller un peu les pistes, parce que sinon c'était un peu facile. Alors maintenant, il va falloir construire la notion d'espèce. Alors, comme j'ai dit, hein, la notion d'espèce, elle est un petit peu artificielle. Mais en tout cas, il y a quand même des critères autour desquels s'entendent les scientifiques, même s'il y a des controverses. Bon, pour nous, en tout cas en 6e, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bah, déjà, première chose, ici, hein, c'est que dans cette population, voilà, on a quand même une diversité de formes, et ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité intraspécifique. C'est cette notion-là qu'il faut construire. Donc les élèves doivent comprendre que dans une population, on peut parler des humains pour éventuellement faciliter la compréhension de cette notion, hein, on est tous différents, on est capable de reconnaître tel ou tel élève, le nommer. Bah, c'est un petit peu pareil chez les animaux et chez les végétaux, d'ailleurs. C'est vrai qu'on prend beaucoup d'exemples animaux, il faudrait prendre des végétaux, mais voilà. Donc ici, on a des individus dans cette population de 7 espèces qui ont des différences. Et donc ces individus présentent ces caractères différents, et donc dans toute cette population, on a une diversité. On parle de biodiversité intraspécifique. C'est la même chose pour cette autre espèce, on voit que la couleur des points, le nombre de points sur la carapace sont différents. Notion construite dans une population d'individus, tous de la même espèce, d'individus avec des attributs un peu différents, ils n'ont pas le même nombre de points, pas les mêmes tâches, voilà. Pour désigner la diversité des individus dans la même espèce, on parle de diversité intraspécifique. Alors ensuite, j'ai imaginé ces petites expériences, c'est un peu fictif, hein, d'accord, mais voilà, donc il faut qu'ils comparent les résultats de cette expérience, de celle-ci et de la suivante. On se rend compte que quand on met un mâle et une femelle de même espèce dans la même boîte, ils se reproduisent, première chose. Quand on met des individus de pas de même espèce, ils ne se reproduisent pas. D'accord? En comparant les résultats des trois expériences, on a déduit que des individus de même espèce peuvent se reproduire entre eux, mais pas des individus d'espèces différentes. Alors pourtant, il y a une exception, c'est le lion et le tigre. Alors il faut savoir qu'en milieu naturel, ils ne peuvent pas se rencontrer parce qu'ils vivent pas sur les mêmes territoires, en tout cas aujourd'hui, et que donc ces cas de croisement ne se sont produits que dans les zoos, dans les parcs zoologiques. Et donc, quand on croise un lion et une tigresse, tac, ça donne un ligre. Voilà, qui a des attributs un peu mélangés, on va dire, enfin mixtes, qui viennent des deux types d'individus, sur la forme de la face, qui est plutôt du tigre, le pelage qui est plutôt du lion. Mais il est stérile. Donc, dans ce cas, deux individus d'espèces différentes peuvent se reproduire, mais leur descendance est stérile. Et donc finalement, la conclusion de l'activité, c'est pour que des individus appartiennent à la même espèce, ils doivent avoir beaucoup d'attributs en commun, se ressembler énormément, même si parfois c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des individus, les mâles et les femelles par exemple, des fois il y a des dimorphismes, hein, chez les oiseaux ils ont des couleurs complètement différentes, le paon par exemple. Être capable de se reproduire entre eux, et avoir une descendance, elle aussi fertile, capable de se reproduire. Et donc le schéma bilan, voilà ce que j'ai mis dans l'activité, c'est le schéma tiré du livre scolaire. Voilà.